Direct. Bonjour, bienvenue à toutes et tous au live meeting du coup du fourgon organisé par Lita.co, plateforme d'investissement responsable. Donc on est en direct aujourd'hui avec Charles Christori, donc, qui est CEO et cofondateur du fourgon. Merci Charles d'être avec nous. Merci, bienvenue à tous. Bienvenue à toutes et tous. Donc pour ce nouveau live, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Émilie, je travaille chez Lita et j'ai le plaisir d'accompagner, le fourgon dans sa levée de fonds participative en obligations sur lita.co et je suis également, avec, donc Marine Nicolo, côté Lita en coulisses, qui s'occupe de modérer, sur le chat, donc qui se fera un plaisir de répondre à vos questions, si besoin et on a aussi Louise Motte de l'équipe du fourgon qui est avec nous sur le chat, donc merci à toutes les 2 pour votre participation. Donc je vous en prie, connectez-vous, vous verrez que vous avez accès à un chat juste en bas à droite de l'outil. Donc je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui réagissent, c'est super. N'hésitez pas à nous dire, d'où vous venez, de quelle, région, de quelle ville, ça fera toujours plaisir de voir, voilà, qui est parmi nous et de quelle région, s'il fait beau chez vous ou pas. Bon, on n'est pas là pour ça, mais mais merci en tout cas, d'être avec nous. Le gong. Heu, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, tout au long du live dans l'onglet dédié. En bas à droite, vous avez un petit onglet qui est dédié. Je vous invite vraiment à poser, vos questions dans cet onglet car, on sera sûr qu'elles seront, voilà, qu'elles seront traitées à la fin du live. Donc pour vous donner une petite idée du déroulé, ça va durer 1 heure, donc avec une présentation de 15 minutes, par Charles et ensuite on aura un temps d'échange, donc de questions-réponses. On pourra, voilà, répondre à toutes vos questions. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, le temps que tout le monde se connecte, vous êtes déjà plus de 80, donc merci beaucoup. On a des personnes de Grenoble, de La Rochelle, des Hauts-de-France. Bienvenue. En plus, il fait un grand soleil, dans les Hauts-de-France apparemment, donc ça fait plaisir. C'est pas toujours le cas. Pour vous donner un petit peu de contexte, voilà, le fourgon est en levée de fonds sur l'ITA actuellement, donc avec un objectif de 2 millions d'euros pour financer son expansion et préparer notamment un prochain tour de financement. Donc on pourra, y revenir, Charles nous en parlera, plus en détail. Actuellement, on est en phase de pré-collecte sur l'ITA, donc il y a déjà plus de 2 500 000 € d'intentions d'investissement qui ont été reçues à ce jour. Donc ça voilà, le projet suscite un très fort engouement auprès de la communauté d'ITA, mais aussi auprès de la communauté du fourgon, car, on voit qu'il y a les partenaires, les clients, ceux qui croient vraiment en la marque et qui veulent soutenir la croissance de l'entreprise. Donc, ils y croient et on y croit aussi. Donc le passage en collecte, c'est-à-dire l'ouverture des souscriptions est imminente. Voilà, juste après le live, heu, ce sera ouvert quelque temps après, donc pensez à valider votre profil investisseur sur lita.co si ce n'est pas encore fait, afin d'être sûr de pouvoir investir, voilà, en temps et en heure, parce qu'il y aura peut-être pas de place pour tout le monde, étant donné que l'objectif maximum est à 3 millions et qu'on est déjà à, voilà, 2,5 millions annoncés. Voilà, du coup Charles, si ça te va, je te laisse le micro pour, commencer la présentation et puis à tout à l'heure. Avec grand plaisir. Alors, je sais pas, tu remets en plein écran la présentation? Ah, super, canon. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Charles Christori, je suis l'un des 3 cofondateurs, je suis le CEO du Fourgon. Ravi de participer à ce live et de vous présenter un peu ce qu'on fait chez le Fourgon, notre projet, ce pourquoi, évidemment, on a décidé de faire ce financement participatif avec l'ITA, hein, l'impact qui est au cœur de la plateforme Lita et évidemment au cœur du projet du fourgon, ça nous semblait cohérent de pouvoir le faire avec eux. Et merci encore pour tout le travail. Tu viens de le dire, on a des intentions qui sont près de 2,5 millions, ce qui est extraordinaire avant ce passage en collecte tout à l'heure. Je vous présente le projet du coup sans plus attendre. La première question que je peux vous poser à tous, évidemment, c'est est-ce que vous imagineriez jeter une assiette, une tasse de thé, de café ou une brosse à dents après une première utilisation? Je suppose que non. Ça n'a pas de sens de les jeter après une première utilisation. La vraie question qu'on peut du coup se poser, c'est pourquoi en France, depuis 40 ans, on fait ça avec les bouteilles. Sachant qu'il y a une quarantaine d'années,
le recyclage est apparu, on a cru que ça allait être la solution, la panacée, en disant c'est bon, tout se recycle, tout fonctionne. Sauf qu'en réalité, malheureusement, ça ne marche pas. Dans votre poubelle, la poubelle jaune de recyclage, vous avez vraiment que 26% de cette poubelle qui est recyclée. Le reste est incinéré ou enfoui. Alors que quand on revient au modèle de la consigne et du réemploi d'il y a 40 ans, une bouteille en verre réemployable pouvait avoir 40 vies. Et dès 3 ou 4 utilisations, une bouteille en verre réemployable est meilleure en impact carbone qu'une bouteille en plastique, parce que tout simplement, le nettoyage coûte moins cher en énergie, donc en carbone, que la fabrication de bouteilles. Donc on économise à chaque utilisation de l'ordre de 79% de CO2 et 33% d'eau. Donc concrètement, il faut y revenir. Donc c'est ce qu'on a commencé maintenant il y a 2 ans. Ce mois d'avril est notre mois anniversaire pour le fourgon, avec cette volonté de remettre ce vieux métier qui était le laitier, le brasseur de l'époque. Donc on n'a rien inventé, on l'a juste remis au goût du jour avec une vraie expérience digitalisée. Moi-même ou Stéphane, dont je présenterai tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'on travaille dans le digital. Donc notre force, c'est de pouvoir évidemment apporter cette solution très facilement auprès de clients, de consommateurs, sans qu'il y ait la contrainte de se dire comment je gère cette consigne-là. Concrètement, comment ça fonctionne pour ceux qui ne seraient pas encore clients. On vient sur l'application, près de 50% de nos ventes se font sur l'application mobile. On sélectionne les eaux, les bières, les sodas préférés ou encore des soupes, du lait, des super producteurs de vins indépendants qui se sont beaucoup remis à la consigne depuis l'été dernier, plein de produits ménagers, vous avez vu qu'on a élargi la gamme peut-être récemment, du café, du thé, des super jus locaux. Donc tout ça s'ajoute à son panier très facilement dans ce qu'on appelle nos caisses virtuelles, avant que ce soit des caisses physiques que vous pouvez voir à l'écran. Donc on complète les caisses, on sélectionne un créneau de livraison. La plupart des villes, on propose 5 créneaux par jour de 9h à 21h, des créneaux de 2 heures, du lundi au samedi. Et vous pouvez commander jusqu'à 2 heures avant pour pouvoir vous faire livrer sur le créneau en question à partir du moment, évidemment, il est encore disponible. Donc, par exemple, pour 19h, 21h, vous pouvez commander jusqu'à 17h. Et donc, très simplement, la camionnette part, vous recevez un SMS de 25 minutes de créneau qu'on a réduit pour que ça soit très, très simple pour nos clients, pour évidemment leur disponibilité à domicile. Et donc, au moment où on dépose les caisses et les bouteilles pleines, on récupère les caisses et les bouteilles vides, du coup, au même moment, qui reviennent dans nos entrepôts. Et donc, on a vraiment voulu, nous, depuis le début, chez le fourgon, apporter une solution zéro contrainte, facilitation de la livraison, des bons produits locaux, un super service, un livreur qui arrive avec le sourire, des prix très cohérents, ce qu'on appelle la politique des prix justes chez nous par rapport à ce qu'on peut voir dans les supermarchés. Et au même moment, on se rend compte que notre poubelle, après quelques commandes, elle est divisée par 2 ou par 3. Parce que directement, je fais moins de déchets, les boissons, ça prend du volume. Et ça, tous nos clients nous disent c'est génial parce qu'avec le fourgon, sans effort, je fais un geste pour la planète. Et donc pour la première fois, les gens se disent j'ai enfin un moyen d'agir. Qu'est-ce qu'on propose en termes de grande masse de produits ? Il y a évidemment tout ce qui est marque nationale. Vous connaissez le Coca-Cola, la Lef ou la San Pellegrino, par exemple. C'est des produits qui existaient déjà dans les cafés, hôtels, restaurants. C'est le seul endroit en France où ça n'a pas disparu. Donc des produits qu'on a pu représenter et remettre du coup dans le cycle de la consigne à domicile. Mais depuis le début, nous, on est concentré sur les produits locaux. Pourquoi on est concentré sur les produits locaux ? C'est plus de 60% de nos ventes aujourd'hui. C'est que ça nous permet à la fois, évidemment, de faire moins voyager les bouteilles, parce qu'évidemment, moins ça voyage, mieux c'est d'un point de vue impact carbone. Et puis aussi, le fait de travailler localement. On est très heureux, nous, de retrouver plein de liens avec plein de producteurs de différents produits, et ça, c'est sympa. On valorise une région, un terroir. Et en plus, forcément, on a les bons prix, parce que ces producteurs, souvent, n'ont pas trop de débouchés dans les grandes distributions, et donc, on a tout de suite un bon prix, un bon rapport de partenariat avec eux, de façon à ce que eux puissent bien évidemment bien vivre, nous aussi qu'on puisse vivre, et que le prix, évidemment, sur un produit comparable, soit aligné avec le prix du supermarché. Donc notre stratégie, elle est vraiment très produits locaux depuis le début, et dans chaque région où on arrive, on développe énormément de partenariats, on accompagne beaucoup de producteurs au retour vers la consigne. Et depuis récemment,
parce que la marque propre, qui est la troisième catégorie qui arrive, c'est assez récent chez le Fourgon. On l'a fait avec le lait parce qu'on a ramené le lait français en version consignée stérilisée. Ça avait totalement disparu il y a 40 ans. Et donc, on a retravaillé avec un producteur dans lequel on a co-investi dans de nouvelles machines, on a acheté des bouteilles, etc. Et donc, pour accompagner cette démarche-là, on a mis notre marque propre pour que, évidemment, tout cet ensemble d'économies circulaires puisse voyager nettement plus facilement, notamment au travers des bouteilles qui pourront être remplies par de la soupe, par exemple, ou du jus, et tout ça devient de plus en plus circulaire. Donc soupe, jus, bière, soda arrivent, et on vient de lancer hier, parce que c'est pas à l'écran, ça n'a pas été mis à jour, une gamme de produits alimentaires avec des biscuits apéro qui viennent d'arriver dans quelques villes. Ça va se déployer après partout, dans des bocaux en verre. Alors, la croissance depuis 2 ans, elle est extraordinaire. On a fait en février plus de 12 000 clients. Sur le mois de mars, plus de 16 000. Donc, on est en forte croissance, grâce certainement à la plupart d'entre vous connectés aujourd'hui, là. Merci encore. Et malgré cette croissance-là, on maintient un niveau, en tout cas, de satisfaction client qui est évidemment très important pour nous. On est noté aujourd'hui sur Trustpilot, on a plus de 6 000 avis là, 4,97 sur 5, ce qui est exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises en Europe qui ont ce niveau en tout cas d'avis. Et on veut le maintenir parce que, au-delà de évidemment cet aspect zéro déchet qui est évidemment au cœur du projet Le Fourgon, il y a aussi ce côté retrouver du lien social au travers de la livraison, qui est un métier qui est parfois un peu mal géré dans différentes boîtes, et on veut vraiment avoir cette proximité-là. Voilà. Je parlerai après des chiffres de mars qui sont assez exceptionnels dans 2-3 slides. Alors nous, concrètement, on fait pas de la logistique, on fait ce qu'on appelle la logique du retour. En anglais, on appelle ça reverse logistique. C'est l'étape d'après. Et pourquoi on le fait bien? C'est qu'on est tech de base. Donc, toutes les étapes du process, elles sont aujourd'hui digitalisées. Alors, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, se fournir auprès de producteurs locaux, donc sous forme de palettes. Le producteur remplit les bouteilles, nous les livre. Tout ça est stocké dans un entrepôt avec des emplacements de master stock identifiés, avec des valeurs de stock, des valeurs, ce qu'on appelle les DDM ou les DLC, les dates de durée minimale de consommation, dates limite de consommation. Tout ça est enregistré. Les commandes tombent. Je prends l'exemple du 19-21, ça tombe 2 heures avant. Nous, on commence les préparations de commandes. Et là, on vient faire la dernière commande qui sera livrée. Donc, c'est first in, last out, parce que on empile les caisses dans les camionnettes. Et évidemment, c'est plus simple lors de la livraison de prendre les caisses du dessus que celles du dessous. Donc, les dernières caisses à être livrées sont les premières qu'on prépare. Là, on arrive chez le client, on dépose les bouteilles et les caisses. Et à ce moment-là, on vient scanner les QR codes qui sont sur les caisses des clients pour rendre automatiquement la part consigne, parce que chaque bouteille est consignée 20 centimes, les grandes, et les petites 10 centimes, les caisses 3 euros. Donc, une caisse, c'est 5 euros ou 5,40 euros. Donc, on rend automatiquement cette valeur consigne sur la cagnotte des clients, ce qui nous permet, dans ce process-là, d'avoir un taux de retour de plus de 97%, qui est un des meilleurs taux de retour du réemploi en Europe aujourd'hui, quand on compare par exemple avec l'Allemagne où ça n'a pas disparu. Et ce qui est hyper important, parce que les bouteilles, évidemment, on veut qu'elles aient un maximum de vie. Celles-ci reviennent dans nos entrepôts, elles sont triées. Donc, les bouteilles d'industriels comme Coca-Cola ou Evian retournent dans des caisses Coca-Cola ou Evian, parce qu'elles sont nettoyées par ces industriels-là en tête de ligne avant d'être remplies. Et par contre, pour tout ce qui est producteurs locaux, on a à chaque fois des partenaires dans chaque région. Je pense à Ola Consigne dans le nord de la France, Bout à Bout dans l'ouest, Rebouteille dans le sud-est, par exemple. Je ne les cite pas tous, mais qui, eux, leur métier, c'est de laver les bouteilles. Et du coup, le producteur peut racheter des bouteilles du coup nettoyées. Et l'avantage, c'est que c'est de moins en moins cher, parce que malheureusement ou heureusement, mais l'énergie augmente, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle, effectivement, parce que plus c'est cher, plus on a envie, évidemment, de réutiliser des choses. Et donc, ça facilite évidemment ce retour au réemploi. Et donc, la boucle est bouclée. Donc, tout ça, c'est ce qu'on fait maintenant depuis
depuis maintenant 2 ans avec Stéphane et Maxime, qui sont mes 2 associés. Donc moi, je me suis présenté donc très rapidement. Je suis le CEO et l'un des 3 cofondateurs. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai vendu une première entreprise dans le marketing digital que j'ai du coup dirigé pendant 13 ans, qui s'appelait Addictiz, vendu à Webedia, qui est un gros acteur digital européen. On était très rentable. Et Stéphane en était le CTO. Voilà, on travaille ensemble depuis une quinzaine d'années. Il gérait toute l'équipe tech chez Addictiz. On était 60, équipe tech, c'était une dizaine de personnes. Donc Stéphane, quelqu'un d'extraordinairement fort sur la partie tech, produit, qui a évidemment tout ce rôle-là chez Le Fourgon. Et Maxime, qui est pour moi un ami d'enfance, qui a travaillé pendant 15 ans dans tout ce qui est agroalimentaire, dans des grosses entreprises du nord de la France, Roquette ou Tereos, des très gros industriels. Il gérait des gros portefeuilles d'achat en millions d'euros et il a été un peu entrepreneur. Ça le démangeait de réentreprendre et comme Stéphane et moi, aussi d'avoir de l'impact. Alors voilà, on n'est pas que 3 parce qu'aujourd'hui, le fourgon, alors c'était 150 en début février 2023, on est quasiment 170 et principalement beaucoup de livreurs et on a surtout une super équipe aujourd'hui de personnes seniors sur un comité de pilotage, donc sur des sujets d'expansion, parce qu'on a ouvert une quinzaine d'entrepôts en 23 mois, sur des sujets marketing, sur des sujets RH, logistique, client. Donc voilà, on est déjà staffé depuis 6-8 mois avec cette équipe-là, qui nous permet évidemment de faire ce qu'on a fait depuis 6-8 mois, mais aussi d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité sur notre plan d'expansion. Voilà un peu sur ce graphique-là, le chiffre d'affaires qu'on a réalisé après 23 mois. Quand je regarde le chiffre qu'on a fait en mars, il y a 1 an, c'était 203 000 euros. Le mois de mars, du coup, de cette année est assez extraordinaire parce qu'on avait prévu au BP 750, qui était déjà un gros gap par rapport au mois de février à 626 000 euros. On a en réalité fait 891 000 euros. Donc, c'est assez exceptionnel, ce qui correspond quasiment à 40% de croissance. Donc d'un mois à l'autre. Donc ça, c'est évidemment super. On a un vrai business qui fonctionne. On a surtout une vraie fierté d'avoir récupéré 3 millions de bouteilles à fin 2022, pardon. Et voilà, mais ça reste une petite goutte. Il y en a 36 millions de bouteilles qui sont consommées chaque jour en France. Donc il y a encore un énorme travail à faire pour faire passer l'usage unique vers le réemploi. Mais si on regarde le bon côté des choses, il y a 2 ans, c'était 0. Voilà. Le mois dernier, en mars, c'est quasiment 600 000 bouteilles qu'on a collectées. Une autre fierté, c'est ce lait consigné qu'on a remis au goût du jour, qui n'existait plus en France. Voilà. Et donc, cette gamme de marques propres qui permet de valoriser ce retour à la consigne et au réemploi qu'on accélère, je vous en ai parlé il y a 3 minutes. Et enfin, une fierté d'expansion parce que je voyais dans les commentaires, certains disaient c'est super, vous êtes arrivé à Bordeaux ou Rennes, etc. Et on a ouvert effectivement 15 villes en 23 mois. Donc, il y avait une super exécution de toute l'équipe chez Le Fourgon. Voilà. Et puis, je voyais Toulouse, quelqu'un de Toulouse qui disait on n'est pas encore présent. Ça démarre début mai à Toulouse. Voilà, et Le Mans aussi. Donc, on aura, d'ici la fin de l'année, le projet, c'est 22 entrepôts, 8 millions de nouvelles bouteilles sauvées cette année. Aix-en-Provence, ça sera certainement sur 2024. Voilà, pour ça, pour nous développer, continuer à avancer, on a 3 grosses choses qui sont au cœur de notre stratégie. Le premier élément, c'est, je viens de le dire, c'est l'ouverture de nouvelles villes. On a prévu d'ouvrir une dizaine de villes par an sur ces 2 prochaines années, d'amener le modèle à rentabilité globale. Le BP, vous verrez sur l'ITA, vous pourrez télécharger, vous verrez qu'on est une entreprise qui devient très rentable. Pourquoi ? Parce que nos clients qui nous testent sont fidèles. On a un taux de rétention à quasiment 18 mois qui est de 56%, ce qui est exceptionnel. Tous les acteurs de la livraison dans le monde sont en dessous de nous. Pourquoi ? Parce que ce retour de la consigne à domicile et cette façon de mieux consommer avec le fait d'avoir un bon service, plaît beaucoup. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on veut continuer à étendre, faire que ces 36 millions par jour en usage unique se réduisent à peau de chagrin, on espère, dans plusieurs années. Et donc, pour ça, on veut continuer à nous étendre. Le deuxième point, tous nos clients nous demandent de rajouter
des éléments, que ça soit du riz en bocal, que ça soit des compotes, que ça soit de la confiture, des sauces, des biscuits apéro, etc., etc. C'est au cœur de notre stratégie. On est passé de 180 produits à 1000 références, un peu plus de 1000 références en 2 ans. On veut en ajouter 5000 supplémentaires d'ici les 4 prochaines années. Évidemment, on reste local, donc ce n'est pas 5000 références partout, ça sera évidemment régionalisé au maximum. Et on vient de commencer hier avec les biscuits apéro sur certains entrepôts. Donc voilà, le zéro déchet va s'élargir. Et le dernier point, j'en ai parlé, c'est les marques propres qu'on veut évidemment accentuer pour valoriser ce retour au réemploi, et aussi financièrement, le fait d'acheter les plus grosses quantités sur des soupes ou des trucs nous permet d'améliorer notre marge brute, ce qui est évidemment important parce qu'on reste dans un métier où on est dans la distribution et les marges sont réduites. Et donc, comme vous le savez, vous êtes là pour investir. Évidemment, il faut que le modèle soit rentable à la fin, dans une cohérence de ce prix juste que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, les vins en entrepôt. On va en rajouter quelques-uns dans le Nord. L'Île-de-France fait partie du target, pas Paris-Centre, mais l'Île-de-France. Voilà. Sur l'Est, on a Metz et Mulhouse, notamment. Dans l'Ouest, on pense à des villes comme Vannes, par exemple. Le Sud-Est, c'est le Sud. Le Sud, il y avait Aix-en-Provence, Montpellier. Ce sont des zones qu'on est en train de regarder en ce moment pour continuer à accélérer, ce qui nous fera en 2025 37 entrepôts et une couverture encore plus forte. On vise d'ici 2027, si on pousse un peu plus le curseur, ça sera 60 entrepôts. Mais déjà, voilà, faisons cette première étape ensemble. Voilà, Julien est déjà heureux d'avoir Vannes dans la liste. Voilà, Vannes-Lorient. Voilà, alors je pourrais pas, malheureusement, selon tous les territoires où vous êtes, on fait le maximum pour aller. Et c'est en nous soutenant que en tout cas, on pourra accélérer encore plus vite. Voilà, Lorient fait partie des 60 villes, évidemment. Merci à vous. J'ai fait une quinzaine de minutes, je pense. Je crois que c'était à peu près ce qu'il fallait tenir. Donc, on sera vraiment ravis de vous avoir à bord et sur ce tour de financement en obligations non convertibles. Donc, voilà. Merci encore pour le soutien et le niveau d'engagement de pré-collecte et cet engouement qui est assez dingue. Et c'est vraiment pour terminer là-dessus. Ce qui nous anime énormément, c'est de voir qu'on n'est pas les seuls à penser à ça, que le réemploi, c'est quelque chose qui doit redevenir la norme, et que collectivement, en soutenant ce genre d'initiative, on arrivera vraiment à changer la trajectoire du carbone en France et sur les déchets le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, le réemploi doit être la façon de consommer de demain. Aidez-nous dans tout ça. Merci et je serai ravi de répondre à vos questions du coup. Merci beaucoup Charles. Belle conclusion. Merci beaucoup. On est toujours près de 115 connectés. Donc merci à tous, à toutes et tous d'être encore connectés, de participer. Donc je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Voilà, ça suscite quand même beaucoup de questionnements, même si derrière il y a un vrai engouement qui est prouvé. Nous, en tout cas, chez Lita, c'est totalement en lien évidemment avec nos valeurs, sachant qu'en plus, on a déjà financé là tout récemment des partenaires, deux de vos partenaires donc chez le Fourgon, ce qui est Tête Haute à Nantes et qui est Bout à Bout aussi, donc qui est votre partenaire de lavage. Donc voilà, ça a été aussi des très belles collectes, très belles levées de fonds citoyennes sur notre plateforme. Et c'est vrai que là aujourd'hui, l'engouement que ça suscite pour le Fourgon, voilà, c'est pas tous les jours, on a un très bel engouement pour cette levée. Donc c'est super. Merci à tous. Rapidement, avant de passer aux questions, je vais rappeler peut-être les raisons pour lesquelles nous, chez Lita, en tout cas nos analystes, pour lesquels ils sont confiants pour investir dans le Fourgon. Donc, vous verrez, le dossier d'investissement aujourd'hui, il est disponible sur la page du Fourgon sur lita.co dans l'onglet Opérations. Donc, ça détaille vraiment, c'est une trentaine de pages qui détaillent voilà, l'analyse de l'investissement. Donc, le business plan du Fourgon est certes ambitieux, mais aujourd'hui, il est en ligne totalement avec le réalisé à ce jour. Donc, les analystes Lita sont très confiants, notamment pour 4 raisons.
Donc c'est d'abord parce qu'il y a une proposition de valeur qui est pertinente et qui bénéficie d'une forte traction commerciale. Donc on peut le voir, à une petite échelle déjà sur Lita.co, notamment grâce à son service de livraison à domicile qui est flexible, plébiscité par plus de 20 000 clients, comme tu le disais Charles, avec un fort taux de fidélisation, une profondeur de gamme, des tarifs alignés avec les grandes surfaces et puis un chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, l'entreprise génère, à fin mars 2023, près de 900 000 € de revenus. Donc voilà. Deuxième point, il y a aussi, le fourgon s'est constitué des vraies barrières à l'entrée. C'est de loin l'acteur le plus développé sur le marché du réemploi en livraison à domicile, notamment grâce à sa notoriété, son expertise accumulée et ses investissements qui aujourd'hui constituent autant de freins pour d'autres acteurs qui s'insèrent sur ce marché. Troisième grand point, c'est la forte capacité d'exécution. Donc, on l'a vu avec tous les entrepôts déjà créés, après même pas, 2 ans d'existence. Donc voilà, les 3 cofondateurs qui sont expérimentés, qui sont épaulés aussi d'une équipe, senior, aux postes clés, qui ont su piloter jusque-là l'expansion très rapide, des 15 villes à date, ainsi que, l'acquisition et la rétention des clients, d'une façon en tout cas très remarquable. Et dernier point et pas des moindres, c'est aussi, les leviers de croissance et de rentabilité. Voilà, le fourgon dispose encore de marges, importantes pour se développer dans les nouvelles villes, pour accroître sa base de clients actuelle et de continuer d'élargir sa gamme tout en améliorant, sa rentabilité par des produits, notamment en marque propre, en densifiant ses livraisons et en amortissant, les coûts d'acquisition client par une forte rétention. Donc ça, c'est vraiment les 4 grandes raisons, qui ont été identifiées, par nos analystes. Donc je vous propose, qu'on passe assez rapidement aux questions. Alors, j'ai vu que vous aviez déjà commencé à voter pour, les questions qui vous plaisent le plus. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore fait, car en fait on va trier les questions, par ordre de vote et on a une question de Mario qui a été, votée 8 fois. Donc je cite la question, Charles, je te laisse, la main. OK. Donc dette BPI à payer à partir de fin 2024. Quel est le taux d'intérêt de cette dette et comment avez-vous prévu d'honorer les paiements des intérêts de 6,3 millions? Donc 3,3 millions de dette existence à la BPI, plus 3 millions de dette Lita à partir de fin 2024. Alors, je vais pas être bon sur la réponse du taux d'intérêt parce que, on fait des crédits baux tous les mois sur des véhicules, donc voilà, on pourra y répondre volontiers, dans un second temps, mais désolé pour ça. Par contre, pourquoi, on est en capacité de rembourser, qui est le fond de la question, je pense, plus que le taux d'intérêt. Hem, on est en pleine levée de fonds en parallèle, sur une série A. On projette d'aller lever, environ 15 millions d'euros là, et heu et donc depuis, un gros mois, je discute avec j'ai discuté avec une quarantaine de fonds. On est en plein, on avance très fortement avec une vingtaine d'entre eux en ce moment. Donc, voilà, l'espoir de lever des fonds, d'ici l'été est évidemment, très élevé. Donc, c'est un des éléments qui va nous permettre d'aller évidemment, rembourser une partie de ces dettes-là, en 2024 et puis 2025 et 2026 évidemment. Le deuxième point, c'est qu'on a des entrepôts aujourd'hui. Un entrepôt à l'heure actuelle, c'est un peu plus de 2 ans et demi pour qu'il soit rentable. Donc le premier sur lequel on a démarré est en train d'atteindre la rentabilité et du coup va commencer à contribuer à rembourser évidemment, en tout cas à apporter du bénéfice sur les autres pertes qu'on peut faire ailleurs, parce que c'est des entrepôts plus récents. Et donc petit à petit, ce besoin finalement en fonds de roulement va diminuer aussi. Donc, on a un BP cash flow qui a été revu par les analystes Lita, qui est aussi revu par beaucoup de fonds d'investissement, qui est tout à fait cohérent pour permettre d'amener ces remboursements de dettes. Voilà, c'est ambitieux, comme c'était dit juste avant, mais, mais c'est plutôt bien géré. Et ce pourquoi on est assez confiant, c'est que, voire très confiant, c'est que ce qu'on a dit il y a un an en termes de chiffre d'affaires, on le fait grâce au modèle de repeat qui est très exceptionnel. Donc voilà globalement pour la réponse que je peux apporter pour cette question. J'espère que ça y répond bien. Oui, je pense que c'était complet, merci beaucoup. On a une autre question, donc c'est les votes sont en cours, donc ça bouge pas mal. On a une question d'Erwan qui a été votée 16 fois. Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur le risque que les grandes surfaces remettent de la consigne dans leurs rayons? Ouais, j'ai vu qu'il y avait quelques éléments là-dessus.
Le risque, en fait, déjà, point de départ, ce pourquoi on s'est lancé avec Stéphane et Maxime il y a 2 ans, c'est pour faire en sorte que le réemploi redevienne la façon de consommer. Et pour être très raisonnable, le fourgon ne fera pas 100% des ventes de boissons Co d'ici 5 ans. La grande distribution va rester en place. Donc, si on raisonne d'un point de vue citoyen, il est nécessaire que ça revienne en grande surface. Ce pourquoi je trouve que ce n'est pas un risque et c'est plutôt une opportunité pour nous. Le jour où, dans les grandes surfaces, il va falloir ramener directement ces bouteilles, ces contenants, il va y avoir une contrainte supplémentaire. C'est déjà le cas dans beaucoup de villes en France où il faut ramener son verre dans des containers centraux. Le fait que le fourgon livre à domicile et on récupère, ça simplifie beaucoup la vie. Posez-vous la question de combien de sacs cabas vous avez dans votre maison. Voilà, là, tout le monde est en train de réfléchir, 2, 3, 10. Ouais, parce que forcément, quand vous allez au supermarché, vous oubliez souvent votre sac cabas. Et du coup, vous en rachetez un. Les boissons, ça va être pareil, ça va devenir une contrainte. Donc, ça va plus être une opportunité pour nous d'être encore plus visible. Et encore, on a la chance d'avoir plus de 20 000 clients. C'est super après 2 ans, mais on a finalement très peu par rapport au potentiel marché qu'on vise aujourd'hui. Donc, plus on parlera de consignes, plus on parlera d'emploi, plus on parlera du fourgon indirectement. Et donc, si on maintient ces prix qui sont alignés sur ce niveau de service, ce qui est le cas depuis le début, ça devrait plutôt nous aider à nous booster. Je vais faire un dernier parallèle. En Allemagne, il y a une société qui s'appelle Flash Post qui a été rachetée 1 milliard en fin 2020. Et ça faisait 6 ans qu'ils existaient. Ils faisaient 250 millions de revenus sur la livraison de boissons à domicile. Alors, on s'en est pas inspiré parce que c'est la semaine où on a décidé de se lancer qu'on a vu qu'il s'était fait racheter. Mais néanmoins, ça a été un élément de réassurance pour nous de se dire que même dans un marché où la consigne n'a pas disparu en Allemagne, malgré ça, il y a un acteur, en faisant un super service de livraison, a réussi à émerger et à se développer. Donc concrètement, c'est même plus on aura, plus ça sera une opportunité parce que ça va ramener de la contrainte. Et en France, on n'aime pas trop la contrainte. Donc on essaie de la détourner pour être le plus fainéant possible. Voilà. Donc voilà, je fais des clichés évidemment, mais le fourgon répond à ça aussi. Et Flash on Post, il me semble qu'ils n'avaient pas une offre aussi variée que le fourgon Non, aujourd'hui. non, ils avaient tout ce qui est boisson et snacking. Mais voilà, donc on est déjà un peu plus large et on va continuer à le faire. Merci beaucoup. On a une autre question de Frédéric. Les sous-traitants de lavage vont-ils suivre le fort développement prévu? Faut-il internaliser ce maillon de la chaîne? Alors, sur le lavage, pour l'instant, c'est pas le problème parce qu'il y a des capacités, même de la surcapacité de lavage. Bout à bout, dont on parlait juste avant dans l'Ouest, sa laveuse qui arrive, la Consigne est en train d'installer sa laveuse. Voilà, ces acteurs-là, ils l'avaient ailleurs avant. Rebouteille, avec ma bouteille s'appelle Revient dans la Drôme, ils viennent d'avoir une nouvelle machine, une laveuse, mais qui peuvent laver des millions de bouteilles par mois. Ils en sont très, très loin de ce volume-là. Donc, ça sera un bon problème si ils n'ont plus les capacités de nettoyage, parce que la bouteille, il y aura de la valeur. Donc, ça sera juste un financement de machines supplémentaires, soit par eux, peut-être par nous. Ce n'est pas le sujet pour le moment. On est ravis d'avoir des partenaires. Ce sur quoi, évidemment, nous, on veut investir très prochainement, c'est l'industrialisation du tri, qui est aujourd'hui faite de manière manuelle, remettre les bonnes bouteilles dans le bon cycle de retour par format, parce que tout se standardise. Et donc ça, on va l'internaliser parce qu'on fait déjà on va déjà l'industrialiser parce qu'on internalise déjà cette valeur-là. Donc voilà, je suis pas très inquiet là-dessus. Ça sera qu'un bon problème. Merci pour ta réponse. On a une autre question donc, d'Arnaud. Quels sont vos critères de sélection pour ouvrir de nouvelles villes? Catégories socio-professionnelles, population, écosystème local, etc. Teasing des prochaines villes sur le prochain Carter. Merci. On t'en a déjà un petit peu teasé quelques-unes. Ouais, donc on regarde différents critères. Alors nous, depuis le début, j'en ai pas beaucoup parlé dans la présentation, c'était pour faire plus court, mais on vise des villes tiers 2, tiers 3. Parce que le tiers 1, qui est Paris principalement, il peut y avoir des micro-centres-villes. Alors même le Vieux-Lille, qu'on connaît bien étant lillois, peut être considéré comme tiers 1. On n'y va pas tous les jours, 2 fois par jour, parce que ça bouchonne, on ne sait pas se garer, on faut monter 10 étages sans ascenseur, etc. Donc, pour l'instant, nous, on est plutôt océan bleu à aller dans les villes où il y a déjà une population, une densité de population de minimum 100 000 habitants. C'est ce qu'on regarde. On va regarder, et comment on a catégorisé les 15 premières, c'est
on a regardé évidemment là où on était déjà présent, parce que la complication pour nous, c'est de monter une offre régionale. Donc, on passe énormément de temps à sourcer, à travailler avec les producteurs locaux pour les ramener vers la consigne. Donc, quand on a fait l'effort pour une ville, ben, évidemment, c'est plus simple quand on a dans la deuxième ville de la région. Je prends l'exemple de Nancy récemment, proche de Strasbourg. Ben, il y avait déjà un bon bassin de producteurs, ce qui était sympa pour démarrer. Nancy, plus facile. Donc ça, c'est un des autres critères. On va regarder, donc on parle un peu d'écosystème local indirectement. On regarde évidemment là où il y a des personnes pour nettoyer les bouteilles. Bon, maintenant, ça s'est plutôt bien développé. Euh, et, euh, et on va regarder après, évidemment, ce pourquoi on va prendre telle ou telle ville après. Il y a évidemment des niveaux de sensibilité écologique. Certaines villes sont plus ou moins sensibles, hein. On va regarder aussi, évidemment, les revenus de personnes, etc. Même si on serait assez étonné, le fourgon, c'est assez... voilà, c'est... le gros de nos clients sont des familles et c'est pas forcément que des CSP+, et bien au contraire, parce que l'écologie, c'est pas une question d'argent. Vous pouvez avoir des gens qui ont beaucoup d'argent et qui s'en foutent de la planète. On en a tous en tête. Et puis, on a aussi des gens, des familles très modestes qui, évidemment, trouvent que c'est important et font évidemment l'effort d'aller vers cette démarche-là. Et ça leur coûte pas plus cher. Voilà. Teasing des prochaines villes. Donc, on a Le Mans, Toulouse, avec certitude, parce que tout ça est signé, c'est aménagé, ça démarre fin du mois d'avril pour Le Mans et début mai pour Toulouse. Et donc voilà pour les beaux jours. Et puis pour la rentrée de septembre, on vise plusieurs villes. C'est pas encore totalement. Là, on est en pleine négociation, recherche. C'est Metz, Mulhouse, Montpellier. On regarde l'Île-de-France aussi. Voilà. Et puis on a plein. Il y a des villes qui ont été citées comme Aix-en-Provence, Vannes, Rouen. Lorient sont évidemment des villes, ou La Rochelle, qui arriveront aussi en 2024. Donc voilà, attendez-nous. Voilà, certains disent que vous pourriez en faire 3 par mois quand même, hein, vous en faites qu'une, c'est pas beaucoup. Voilà, bon, Merci beaucoup. Je pense que ça répond bien à la question. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées. Une question de Barthélémy. Quel est votre positionnement vis-à-vis des commerçants, notamment vrac? Est-ce qu'un effet de cannibalisation peut exister? Livraison vs achat en magasin. on pense que c'est plutôt complémentaire. Pour vous donner un exemple, c'est qu'on travaille déjà avec pas mal de boutiques vrac qui achètent les boissons chez nous. Je prends l'exemple de Day by Day, hein, qui est, je pense, la plus grosse franchise de vrac en France, hein, qui achète les boissons chez nous parce qu'on leur permet, dans leur petite boutique de centre-ville, hein, je prends l'exemple de Day by Day Rennes ou Day by Day Vieux-Lille, etc. Forcément, c'est des gens qui sont plutôt piétonniers, qui habitent ce quartier-là et qui ont plutôt la tendance à faire leurs achats à pied. Et là, ils peuvent acheter du coup les bouteilles à l'unité et venir les remettre aussi dans le magasin vrac et nous on les récupère. Et donc on apporte une vraie flexibilité sur la profondeur de gamme pour une petite boutique vrac qui n'a pas forcément beaucoup d'espace pour stocker les boissons, c'est ce qui est le plus volumique. Et puis en même temps, de gérer le retour parce que pareil, les vides prennent de la place. Donc en fait, on est plutôt en complémentarité. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on raisonne les choses. Donc, voilà. Et pour donner un exemple de Rennes, pour des bails des Rennes, c'est 16% de leur chiffre d'affaires, les boissons, grâce finalement à ce qu'on arrive à leur apporter aujourd'hui. Donc, c'est plutôt complémentaire. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question donc de Kylian qui pose la question: des magasins physiques en propre portés sur la consigne sont-ils envisagés? Ou des partenariats avec des magasins classiques déjà existants en leur proposant des produits consignés? Il y a beaucoup de On est questions. plus, ouais, on est plus sur les partenariats aujourd'hui. On n'a pas vocation, en tout cas aujourd'hui, c'est pas du tout dans notre promesse et vision d'ouvrir des boutiques. Donc nous, on veut bien opérer ce système de la reverse logistique, la logistique du retour. C'est vraiment l'élément clé. Parce que même si demain tous les magasins s'y mettent, ce qui serait une très bonne nouvelle, eh bien, il y a ce comment on récupère les bouteilles, comment on les ramène dans le bon flux, à des coûts évidemment optimisés. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Donc, on est plutôt dans le partenariat et dans accompagner évidemment ce retour au réemploi avec des magasins physiques. Merci pour tes retours.
Alors je vais proposer, peut-être à quelqu'un de monter sur scène pour poser ses questions. Donc quelles sont les questions qui ont été posées dernièrement? Donc on a Frédéric, une question de Frédéric. Alors Frédéric, je vais vous proposer de monter sur scène si vous le souhaitez. Vous allez recevoir une petite invitation. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, sinon on posera la question en live. Bon, en attendant, je peux déjà poser ces questions en live. Si l'État promeut la consigne, ne craignez-vous pas l'émergence d'autres acteurs comme le retour en grande distribution? Bah, je crois que j'y ai répondu tout à l'heure. Je ne peux peut-être pas me répondre dessus. En effet. On a une question de Julien. Comment pensez-vous réduire votre empreinte environnementale liée à la livraison? La livraison à domicile est vraiment pratique, mais n'est clairement pas neutre. Question de Julien. C'est une question très pertinente. Nous, on livre en véhicule électrique. Et pourquoi alors on a refait des études ACV qu'on est en train de refaire expertiser parce que voilà pour qu'on puisse communiquer dessus, mais et globalement c'est nettement meilleur parce que aujourd'hui nos tournées plus elles sont denses. Je prends l'exemple de notre premier entrepôt, c'est 10 camionnettes qui tournent. Ben, forcément ça nous amène à statistiquement à livrer dans la même rue plusieurs clients dans la même tournée. Et donc fondamentalement les tournées font de moins en moins de kilomètres, sont de plus en plus optimisées. Et donc, bah, concrètement, il n'y a plus à ce que chacun se déplace avec sa voiture en supermarché. Le modèle auquel on croit, si on pousse un peu le sujet du transport, moi je suis en vélo cargo tous les jours, bah, voilà, je me fais livrer, je suis en vélo, c'est le meilleur système. Le système de livraison à domicile avec tout le monde en vélo, c'est ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Donc évidemment, ce n'est pas le cas, donc il faut accompagner ça. Mais ça reste tout à fait pertinent par rapport au fait que on ne livre pas qu'un seul client et tout ça est optimisé. Donc finalement, le nombre de mètres par client est assez faible. Merci pour tes retours. Je n'ai pas eu de réponse de Frédéric. Je propose à Charles-Henri, qui avait plusieurs questions posées dans l'onglet dédié. Je vous propose de monter sur scène si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Hop, vous avez dû recevoir une petite invitation. Sinon, j'enchaîne sur la question de Arnaud, qui pose la question justement sujet levée de fonds. Grand sujet. Avez-vous à l'agenda un prochain tour? Donc oui, et à quel horizon du coup? Peut-être avoir, ah bah, excusez-moi Donc, Arnaud, on va d'abord, prendre les questions de Charles-Henri qui a accepté, de monter sur scène. Oui, bonjour, bonjour. Merci pour cette présentation et puis vraiment bravo pour cette entreprise. Voilà, je pense qu'on est tous très très enthousiastes en tout cas sur ce que vous êtes en train de construire. J'avais plusieurs questions, mais il y a une partie, je pense, qui a déjà été apportée, répondue. Je voulais savoir en termes de saisonnalité de l'activité, est-ce qu'il y a une forte saisonnalité avec la période estivale? Et puis si oui, du coup, comment vous gérez en fait vos moyens, les moyens que vous affectez? Voilà, c'était une première question. bonjour Charles-Henri, merci. Alors saisonnalité, on a une saisonnalité forte en l'été et durant les vacances. Globalement, donc l'été, principalement le mois de juillet, où on a une baisse d'activité de l'ordre de 30 à 40%. Les gens partent en vacances dès mi-juillet, donc ça se sent forcément. Et donc, comment on gère ça? Tout simplement, on demande aux personnes de partir en vacances. De toute façon, ça tombe bien. Nos livreurs sont contents de partir en vacances. C'est en train d'un peu de changer parce qu'on est sur la Côte d'Opale depuis un mois et demi. Et donc, forcément, la Côte d'Opale est une partie saisonnière. Donc, tout ça, on va le découvrir un peu cet été, là, sur les beaux jours, les longs week-ends de mai, là. Donc, voilà. Donc, concrètement, on les gère en capacité. Et notre activité, elle est très forte après, aussi évidemment, entre mars et juin, parce que c'est là où la consommation de boissons est plus importante, notamment parce que c'est l'été, il y a plus de tendance à faire des apéros, des barbecues, etc. Donc, et il fait plus chaud, donc on consomme plus de boissons, d'une manière générale. Voilà, mais septembre est un gros mois de retour, parce que les gens voilà, changent leurs habitudes. Notre plus gros enjeu, nous, c'est le changement d'habitude. Donc voilà, en septembre, c'est un bon moyen de changer des habitudes et ça progresse après progressivement jusqu'à mars. Voilà, globalement.
Ok, merci. Je profite pour une autre question. C'était de savoir si aujourd'hui sur l'activité B2B, si ça reste marginal aujourd'hui ou si finalement c'est une part qui a tendance à grossir dans le chiffre d'affaires. Alors, le B2B, c'est un bon point, j'en ai pas trop parlé. On s'est rendu compte, on va dire que après l'été de 2022, notre part B2B, c'était 4% du chiffre d'affaires sans qu'on fasse rien, c'est-à-dire c'était à la fois des associations sportives, par exemple, qui pour les besoins d'associations, passaient commande, donc c'est des plus grosses quantités, que ce soit des entreprises pour des besoins de petit déjeuner ou d'apéro d'entreprise, hein. Donc toute la partie office. On avait des revendeurs, dont j'en parlais, qui commençaient à s'intéresser, donc ça représentait 4%. Et donc, on a monté une équipe pour mieux accompagner les questions de cette cible-là. Et le mois dernier, donc, ça représentait 7,8% du chiffre d'affaires. Donc, tout ça va avoir évidemment tendance à augmenter. Le vrai avantage, c'est que le B2B, c'est plutôt des créneaux de journée qu'on va livrer, quand forcément, même si on livre beaucoup de particuliers en journée, le plus gros créneau reste le soir. Et donc, ça permet de mieux asseoir évidemment notre capacité de livraison et d'avoir un effet sympa, c'est que nos caisses, elles sont aussi dans le... Mettons votre entreprise où il y a des bureaux, il y a 50 salariés, il y a 50 salariés qui passent tous les jours devant les caisses de fourgon. Donc, ça nous aide aussi dans notre conquête marketing. Ok, je vous remercie pour la réponse. Je laisse la place aux autres. Merci Charles-Henri. Merci beaucoup et on se retrouve dans le chat. Bon, super. Du coup, on a plein d'autres questions. Donc on espère, on va essayer d'y répondre à toutes. Donc j'avais commencé à citer la question d'Arnaud, mais du coup, il y a plein de nouvelles questions. Oui, voilà, c'était, bon, concernant le prochain tour, donc de la levée de fonds. À quel horizon? Est-ce que voilà, tu peux nous donner peut-être un petit peu plus de détails? L'objectif, c'est avant l'été, hein. Donc là, on est plutôt bien parti. On se fait accompagner d'une banque d'affaires qui s'appelle Cambon, qui est des leaders sur la place. Et donc, on est bien voilà, sur le trend de ce qu'on veut faire. Voilà, on a déjà beaucoup de notes d'intention. Voilà. Donc, on cherche et on veut choisir un bon lead, ce qu'on appelle un investisseur de référence. Voilà, on a beaucoup d'investisseurs qui ont déjà confirmé l'envie de monter à bord sur des montants entre 1 et 3 millions d'euros. On en a 4 hein, déjà comme ça. Donc, on cherche le lead qui nous permettra évidemment de bien faire ça. Donc, tout ça est en cours. Et donc, je suis confiant, Cambon l'est aussi, pour que ça soit fait avant l'été. Merci pour tes réponses, pour ta transparence. On a une question donc de Valérie. Comment faites-vous pour optimiser vos tournées? Merci Valérie. On a toute la technologie qui a été développée en interne par Stéphane et son équipe. Donc, globalement, c'est vrai que beaucoup de startups qui se lancent dans la livraison, qui ont pu se lancer sur des phénomènes un peu Covid, géraient ça avec un Excel. Donc, dès qu'ils avaient 20 commandes par jour, ça devenait ingérable. Nous, depuis le début, on est tech, et ça fait 15 ans qu'on est dans ça. Donc, automatiquement, je prenais l'exemple du créneau de 19-21 tout à l'heure, à 17 heures, le créneau se ferme automatiquement. Il y a un dispatch qui est fait sur le nombre de véhicules nécessaires avec l'optimisation des routes, etc. Donc, tout est fait en interne, les algorithmes de routing. Voilà. Et c'est là où on est très fort. Ce qui nous permet d'opérer aussi bien, c'est la tech. Ouvrir un entrepôt, techniquement, c'est un clic aujourd'hui. Alors évidemment, il faut mettre des racks, des bornes de recharge et du stock, mais techniquement, c'est un clic. Merci beaucoup, j'espère que ça répond à votre question Valérie. Alors je vois qu'il y a du coup une question de Louis qui concerne donc les détails, des conditions d'investissement aujourd'hui sur l'ITA. Pour vous les donner, c'est du coup, une obligation donc classique de 9 par an pendant 3 ans. C'est-à-dire pendant 3 ans, vous touchez 9 d'intérêts bruts qui vous sont versés annuellement pendant 3 ans et à la fin des 3 ans, le remboursement du capital est effectué. Donc il est prévu en 2026. Donc l'investissement est accessible à partir de 100 € sur l'ITA.co. Vous pouvez aussi, vous pouvez investir de manière classique, mais vous pouvez aussi investir via les dispositifs, fiscaux, plan épargne action, donc les PEA ou les PEA PME.
Excusez-moi, pardon, c'est éligible qu'au PEA-PME. Excusez-moi, justement, le PEA classique est réservé vraiment à l'investissement en actions. Le PEA-PME, vous pouvez y loger des actions et des obligations. Donc là, c'est exclusivement éligible à ce dispositif-là. Et sur l'ITA, c'est à partir de 5 000 € d'investissement. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers si vous voulez qu'on discute davantage, des conditions et surtout selon votre situation, fiscale. Parce qu'on pourra vous donner plus d'informations sur le dispositif du PEA-PME qui est notamment intéressant. Hem, voilà, et puis en termes donc d'ordre de priorité dans le passif, donc en fait, c'est de la dette chirographaire, donc c'est pas de la dette senior, donc ça vient, juste après la dette bancaire. Donc le rang de remboursement n'est pas senior. Par contre, il va être senior sur les emprunts qui vont être faits, heu, après la levée de fonds. Donc il y a en effet, du coup des conditions, pari passu dans le contrat. Le contrat d'émission obligataire, je vous invite à le consulter dès qu'il sera disponible. Il sera disponible lors de l'ouverture des souscriptions, donc dans quelques heures. Voilà, j'espère que ça répond bien à votre question, Louis. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je vois que Louise a pu répondre à quelques questions. Merci beaucoup. On a une question de Félix qui, demande: «Avez-vous prévu de franchiser certaines villes?» Alors pour le moment, c'est pas au programme. Pourquoi, on l'a pas fait? C'est qu'on pouvait pas tout gérer d'un coup. Donc voilà, voilà il faut qu'on arrive à bien modéliser, la sorte, donc c'est quelque chose qu'on a en tête depuis le début, mais qui est, pour l'instant pas du tout au programme, voilà, on n'a pas la bande passante pour bien le faire et un franchiseur évidemment, hem et quelqu'un qu'il faut accompagner. Il faut s'assurer aussi que, bah, forcément, on perd le contact direct client parce qu'il y a un franchiseur entre 2 et donc bah, forcément, on est très attaché à avoir une super expérience client. Donc voilà, c'est beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore 100 les réponses et comme on a d'autres choses à faire, on l'a pour l'instant pas priorisé du tout. Mmh. Merci, donc c'est un peu des questions, par-ci par-là. Hem, on a répondu à pas mal de questions déjà. C'est c'est top. On a une question de Mario. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, pourriez-vous nous partager des informations concernant votre free cash flow de 2021 et 2022? Compte tenu de votre profitabilité négative, quel est, à aujourd'hui, votre cash burn rate? Donc combien on perd par mois? Bah, on est, globalement, on tourne autour de 350 aujourd'hui mensuels, en perte sur les investissements qu'on réalise d'ouverture. Et c'est vraiment dans le BP depuis 1 an, depuis qu'on a fait la précédente levée de fonds de 3,6 millions, hein, avec 1 million de plus de BPI. Donc on est hyper confiant sur notre capacité à tenir évidemment cette expansion. Pourquoi on perd de l'argent, hein? Ça peut parfois dire: «Ouh là, ils perdent des centaines de milliers», mais c'est tout à fait choisi dans le développement qu'on mène et les ouvertures qu'on a. Donc on est, on track comme on dit. Oui, puis en plus, la profitabilité, est prévue, il me semble, dès 2025? Ouais, non, ouais, globalement, le fin de en fin 2025, mensuellement, on atteint le break-even, et 2026 et 2027, on est très rentable. Mmh. En fait, notre modèle, on s'est pour l'instant concentré, peut-être si je prends de la hauteur, 100 sur la boisson parce que, on a considéré en lançant le fourgon il y a 2 ans que c'était plus facile pour des familles de dire: «Les boissons, c'est le fourgon» que, un peu de tout, je sais pas quoi faire et voilà. Donc on a préféré dire: «On va être les pros de ça et après on étendra la gamme», ce qu'on est vraiment en train de démarrer aujourd'hui. Et donc l'augmentation de la gamme, naturellement, va augmenter le panier moyen, va nous augmenter aussi les marges, hein, parce que, bah, que des marques comme Coca, bah, on a des marges très faibles. Et donc, bah, l'agrandissement de tout ça va nous permettre, de garder un bon prix et en améliorant nos marges et notre panier moyen. Mmh. Et donc, étant donné que nos clients sont très fidèles à notre service, et ça se maintient dans le temps, eh bien, on est, très, très serein sur le fait que, bah, on est en train de monter finalement chaque entrepôt à sa vitesse, des vaches à lait, qui, voilà, tous ensemble vont être très rentables et accompagneront vraiment ce retour de l'emploi. Merci pour tes retours. Donc on a une d'autres questions
Question de Sébastien. Utilisez-vous des systèmes pour optimiser les livraisons et ainsi éviter les allers-retours des livreurs d'une extrémité à l'autre d'une ville, notamment lié au fait que les clients peuvent commander jusqu'à 2 heures avant? Bah, c'est toute la tech, hein, que je crois que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est toute notre technologie qui permet évidemment d'optimiser ça. Et aujourd'hui, on le tient. Alors, on a plein de systèmes aujourd'hui en interne pour qu'on puisse précommander des commandes, hein, c'est-à-dire à pas attendre 2 heures avant, mais qu'on puisse le faire 5 heures avant sur certaines commandes, avec des zones tampons. Donc voilà, mais on restera sur cette promesse de pouvoir commander 2 heures avant. Un micro problème qu'on a en ce moment pour certains clients, notamment à Lille, c'est on est euh, en sous-capacité parce que on a fait une croissance beaucoup plus élevée, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc, on a des créneaux qui se remplissent trop vite. Donc, on recrute plein de monde en ce moment pour ajouter des camionnettes et faire en sorte que on accompagne vers ça. Donc, c'est qu'une question de jour, hein, c'est pas une question de mois. Mais voilà. Donc, voilà. Normalement, la promesse, c'est de pouvoir commander jusque 2 heures avant tous les créneaux. Donc voilà, si vous voulez venir, travailler, chez le fourgon, bah, vous êtes bienvenus, c'est ça que tu es en train de dire? On a 25 postes ouverts, ouais. Ah ouais. Merci pour tes retours. On a une question d'Emmanuel dans le chat. Vous dites de temps en temps: «Je ne suis pas inquiet». Mais si vous aviez une inquiétude, ce serait laquelle? Sinon, bravo. C'est une bonne question. C'est bien, je suis pris au piège de ma phrase: «Je suis pas inquiet». Heu, non, parce que je suis quelqu'un, pourquoi je dis ça? Parce que je suis transparent. Il y a aucune certitude dans notre modèle, il y a que des convictions. Donc nos convictions, elles sont très fortes. Voilà, du fait que, on est sur la courbe, qu'on souhaitait. On a su montrer les mois précédents qu'on savait développer un plan. On a de l'expérience, on a une super équipe autour de nous, des gens très engagés. Donc si j'ai une inquiétude, euh, on a deux sujets, hein, chez le fourgon, je le dis de manière très transparente. Le premier, c'est l'humain. Voilà, on est 170 personnes, c'est forcément beaucoup d'onboarding toutes les semaines, nouvelles personnes, de formation, de s'assurer que le niveau qu'on mène en termes de service soit le bon, qu'on accompagne bien nos livreurs, hein. C'est eux vraiment eux et elles, hein, parce qu'il y a quelques femmes, même s'il n'y en a pas beaucoup, qui tous les jours font le travail de porter les caisses, etc. Et pour avoir fait beaucoup de livraisons, c'est un métier physique, donc on les accompagne normalement là-dedans. Donc voilà, le sujet, c'est comment on accompagne bien l'humain tout au long et qu'on garde tout en gardant le même niveau de sécurité. Donc c'est pas une inquiétude, mais c'est un enjeu pour nous. Et il y en a un deuxième, c'est évidemment le sujet financier, qui est une raison pour laquelle on fait aussi évidemment ce LITA. C'est que forcément, même si c'est raisonnable au vu de notre croissance, l'argent qu'on dépense, en comparaison de beaucoup de startups, je connais très bien le monde, qui voilà, font pas de chiffre d'affaires et ont levé des dizaines de millions d'euros, eh bien, voilà, il faut savoir financer un modèle comme ça. Et donc, étape par étape, ce qu'on arrive à très bien faire. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas inquiet. Mais voilà, à nous de continuer à passer les étapes avec vous, avec les banques qui nous soutiennent bien, avec de futurs fonds d'investissement. Donc, ce n'est pas des inquiétudes, c'est des enjeux qui sont devant nous. Et j'ai toujours un plan B ou un plan C si ça ne marche pas. Donc, c'est là où on a un peu d'expérience là-dessus. Euh, voilà pour essayer de répondre un peu à cette question. Tu as bien réussi à y répondre, je pense. Emmanuel, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Alors on a encore quelques questions, il nous reste que 2 minutes. Hem, je vais peut-être prendre une question de Marie qui est assez intéressante, voilà, je la pose. Bonjour, avez-vous inclus l'évolution des vignettes critères pour votre parc de véhicules? Peut-être avoir un détail aussi sur Alors, les on fourgons a de un, on a un véhicule électrique, donc je pense que ça ne nous concerne pas. Je ne veux pas dire de bêtises là-dessus, mais voilà. Donc, critère est uniquement, je crois, sur les véhicules thermiques, si je ne me trompe pas. Du coup, ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup de bien redire, que les fourgons sont électriques et que l'idée d'avoir les entrepôts au plus près, des lieux de livraison, permet de réduire au maximum, Exactement. Et il y a des villes, des centres-villes, hein, ultra centres-villes, où évidemment il y a de plus en plus de restrictions. C'est même plus une question de critères. C'est les véhicules thermiques n'ont plus le droit de circuler. Je pense à Nantes, Strasbourg, où c'est très très réglementé. Et donc voilà, les véhicules électriques sont toujours autorisés. Voilà. Merci pour tes retours. Alors, il me semble qu'on a répondu à
presque tout. Donc on a une question de Anthony dans le chat. Bonjour, la levée de fonds menée en parallèle de la campagne sur l'ITA sera-t-elle ouverte au public, en direct ou via des communautés d'investisseurs? Merci et bravo. Alors, peut-être, pour l'instant, c'est pas le cas, mais on a eu énormément de retours de personnes qui disent: «C'est super, on va vous soutenir sur les obligations, sur ça parce voilà, on voulait vraiment le faire», d'ailleurs, c'est un des trucs, nous, sur lequel, on voulait donner finalement la main à notre communauté là-dessus. Donc, mais en disant: «On vous soutient, mais ça serait bien aussi que vous l'ouvriez votre capital». Donc, on n'est pas fermé. Donc peut-être qu'on réfléchira à le faire, après la levée de fonds, c'est tout à fait possible. Hem, voilà, donc, rien n'est fermé. Et que des aventures qui arrivent. Très bien. Alors oui, il y a une autre question. Bon, en tout cas, si jamais vous voyez qu'on n'a pas répondu à votre question, on vous l'enverra à la suite du live. Allez, on prend peut-être une dernière, celle de Bertrand. Avez-vous intégré votre bilan, gaz à effet de serre, donc carbone, chaque année avec une trajectoire basse et des objectifs? Il faut être exemplaire, dit-il. C'est très pertinent, comme question. Hem, on l'a fait, on a fait notre bilan carbone là, donc le premier à fin d'année et on a prévu de le refaire évidemment tous les ans avec, plein d'objectifs. Dans notre bilan carbone, on a 3 problèmes, enfin 2 problèmes majeurs, mais c'est qu'on vend du lait et le lait est un produit qui a un mauvais bilan carbone, du fait des vaches. Donc, même si on travaille avec des producteurs, qui sont très engagés avec le fait que, les vaches, font un bon nombre de jours de pâturage, que c'est pas de l'élevage intensif et cetera, ça reste quand même un élément qui est pas bon dans le bilan carbone. Et donc ça, c'est les produits qu'on vend, hein, donc ça, on pourra pas changer grand chose là-dessus à part, proposer de plus en plus des produits, laits végétaux. Donc c'est évidemment, c'est une des choses qu'on propose, mais c'est de proposer évidemment des produits en tout cas complémentaires ou différenciants. Le deuxième point, substitution, c'était le mot que je cherchais, pardon. Et le deuxième point, c'est les bâtiments. On n'est pas propriétaire des bâtiments, donc pour pouvoir installer par exemple des panneaux solaires, hein, ce qui est souvent un élément de critère assez fort dans le bilan carbone. Donc c'est des choses qu'on va commencer à regarder cette année avec les propriétaires pour le faire, mais on n'a pas la main là-dessus, c'est le sujet. Et en plus, étant donné qu'on recharge la nuit et pas la journée, il faut qu'on trouve un intérêt en tout cas, voilà, pour le faire. Voilà, un des points sur lequel on travaille forcément, c'est qu'on est encore livré par des producteurs locaux dans des cartons. Donc, c'est-à-dire que c'est mis en carton à 2 km, ça arrive dans l'entrepôt sur palette avec des cartons. Et donc ça, on se bat vraiment tous les jours pour qu'on leur consigne des caisses et qu'ils mettent leurs bouteilles dans des caisses et qu'il n'y ait plus de déchets vraiment entre eux et nous. Donc, voilà, donc on a évidemment plein d'éléments sur lesquels on veut faire baisser. On soutient nos salariés à venir en vélo au bureau, financièrement, s'ils s'engagent à venir 3 jours en bureau. Donc je le fais, plein d'autres le font, c'est possible. Et ça, c'est un vrai impact sur la réduction du carbone à titre perso. Et donc dans la responsabilité étendue de l'entreprise, c'est évidemment quelque chose. Donc on a évidemment des enjeux là-dessus. Donc on se veut, vous avez raison de le préciser, d'être exemplaire. Merci pour le détail. Écoutez, on a beaucoup de questions qui sont posées. Je pense que, on va pouvoir y répondre, donc on vous y répondra par écrit, à la suite du live. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé, c'était très actif. On était près d'une centaine, en tout cas, tout du long et presque 120 au pic, donc merci beaucoup. Merci Charles d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci à vous tous. Et puis, je crois que la collecte officielle va démarrer dans très peu de temps. En très peu de temps, restez connectés. Si vous n'avez pas encore réservé votre investissement, vous avez encore la possibilité d'enregistrer votre intention sur l'ITA Banco pour avoir le mail d'information dès que la collecte est ouverte, c'est-à-dire dans très peu de temps. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous donc avec un conseiller LITA si jamais vous avez besoin d'accompagnement aussi pour investir. Je vous souhaite un bon appétit, à bientôt. À très bientôt. Au revoir.